Hem, du coup, l'idée c'était de vous parler KPI aujourd'hui. Alors comment est-ce que je suis venu à travailler, ce sujet-là? Parce qu'en fait c'était, vraiment un gros sujet pour moi, pendant des années et du coup, je voulais un petit peu vous partager, mon expérience et mon ressenti et j'ai une petite histoire autour de tout ça. Je vais vous la raconter en attendant que les premiers, que tous les participants arrivent. Hem, alors juste un petit message sur le mode de fonctionnement, de l'application. Quand vous allez écrire des messages, vous allez pouvoir les taguer comme étant, des questions, et du coup, je pourrais y répondre un petit peu plus tard, donc n'hésitez pas à poser des questions. Soit je répondrai tout de suite, soit si c'est dans la presse, je vous répondrai après, soit on fera une petite séquence de questions-réponses, à la fin. Heu Alors attendez, que je me retrouve dans une petite fenêtre. Voilà. Alors la petite histoire, ça commence par un tas de papier en fait. C'est vraiment ça moi, ma première approche des KPI, c'est, lorsque j'ai levé des fonds, lors du premier comité stratégique, il y a mon investisseur qui m'a donné un tas de papiers. Il avait imprimé le rapport de Bessemer sur les KPI SaaS, donc c'était il y a quelques années maintenant, presque 15 ans. Hem il m'a dit: «En fait, voilà, tout ce qu'on veut, c'est là-dedans, tu fais du SaaS, ça c'est bien, vas-y fais ça». Alors OK, bon, une cinquantaine de pages en anglais, tout va bien sur des trucs où on comprenait pas grand-chose à l'époque. Je me suis dit: «Bon, allons-y gaiement». J'ai mis en gros, 6 mois pour avoir des KPI, un petit peu propres et puis j'ai encore mis 6 mois pour les automatiser parce qu'en fait, ça m'amusait pas de les faire tous les mois à la main. Donc du coup voilà, les KPI, ça a commencé, avec moi, avec, un an de souffrance, mais sur les années qui ont suivi, en fait, j'ai su les domestiquer et puis en faire des alliés, sur la prise de décision, sur la stratégie, sur les relations avec les investisseurs, sur, aligner les équipes. Il y a vraiment des trucs, très, 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 très bien, qui sont passés par rapport à ça. Donc du coup, voilà pourquoi, les KPI sont devenus, mes amis. Alors en fait, il y a des KPI très particulières sur le SaaS. Moi, je vous propose de refaire un petit tour d'horizon, même si l'objectif, au départ, on va quand même rentrer en détail sur les KPI, mais je vais pas forcément vous redonner tous les basiques, mais on va prendre 3 minutes là pour refaire le tour et puis qu'on soit tous bien d'accord sur, comment ça s'enchaîne, tout ça. Alors les premières KPI, la première strate de KPI, c'est ces 3 KPI, donc le nombre de clients, le MRR, donc le monthly recurring revenue, le revenu récurrent mensuel, qui est en gros, pour faire simple, la somme de tous les abonnements que vous pouvez avoir, chez des clients. Peu importe quand ils payent, le sujet n'est pas du tout quand est-ce qu'ils payent, s'ils payent mensuellement, annuellement, c'est pas du tout le sujet. On ramène tous les chiffres sur du mensuel. Et puis quand on divise l'un par l'autre, on a ce qu'on appelle l'ARPU ou l'ARPA, l'average revenu par user, combien en moyenne un utilisateur, nous rapporte. Donc ça, à première vue, c'est simple en fait, on commence en général, on met ça dans Excel, tout va bien et puis voilà. Et puis en fait, on va vite se rendre compte qu'il y a des petits effets de bord qui vont être très, très importants sur le bout. Donc premier piège, c'est le nombre de clients. C'est quoi un client? En fait, c'est simple, un client, OK, un client, c'est quelqu'un qui utilise notre service et qui paye, OK, d'accord. Maintenant, on va aller sur les cas border, c'est quand est-ce que quelqu'un avec qui on est en contact devient client? À quel moment? Est-ce que c'est quand il crée son compte? Est-ce que c'est quand on le facture pour la première fois? Est-ce que quand il a signé un devis? Déjà là, sur les cas border, on se rend compte qu'il peut y avoir, plein de choses qui sont un peu plus intimes. Puis on a l'autre cas border, c'est quand est-ce qu'il s'arrête d'être client? Est-ce que quand sa carte bancaire s'arrête, de fonctionner, est-ce qu'il est encore client? Est-ce que, s'il fait une pause, est-ce qu'il est encore client? Si on fait un geste commercial, on lui offre 2 mois, est-ce qu'il est encore client? Donc voilà, il y a plein de cas border à gérer et en fait, ça c'est le premier truc à définir. Pour vous, qu'est-ce qu'un client et comment, à partir de quel moment vous comptez que c'est un client? Parce que vous allez voir que comme tout dépend de cette question du nombre de clients, c'est ultra important d'avoir la deuxième strate de KPI, on va approfondir le sujet et on va aller calculer un autre élément qui est le taux de churn et ce taux de churn, c'est ultra important. Le taux de churn, c'est quel pourcentage de clients on perd tous les mois.
Pour ça, il faut savoir, bien sûr, le nombre de clients qu'on a perdus. En général, on sait le nombre de clients qu'on a gagnés, et puis on peut calculer le churn. Et puis ça permet de calculer un petit peu le KPI ultime dans le SaaS, qui est la LTV. Donc la lifetime value, c'est la valeur complète totale d'un client sur sa durée de contrat. Et en fait, l'astuce des KPI SaaS et la magie des KPI SaaS, c'est que ça, vous allez pouvoir le calculer au fur et à mesure et vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un client finisse d'être client, parce que j'espère que vous avez gardé vos clients de nombreuses années. Et s'il faut attendre 4 ans ou 5 ans pour avoir la statistique, c'est pas terrible. Et le modèle SaaS, en fait, le modèle de KPI SaaS vous permet de calculer tout ça. On va regarder dans le détail et c'est là que ça va être intéressant. Et en fait, là, on a tous les KPI les plus importants pour construire un SaaS, le suivre et voir comment il fonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des KPI spécifiques pour le SaaS? Déjà, c'est pour mesurer ce qui se passe, mesurer où on en est et pas attendre qu'on ait un bilan en fin d'année pour savoir ce qu'on est, où on en est. Donc en fait, les KPI, on peut les suivre au jour le jour. Bon, traditionnellement, on le fait au mois par le mois, hein. C'est déjà pas mal d'avoir tous les mois son nombre de clients à la fin du mois, son MRR à la fin du mois, combien on a de gagnés de nouveaux clients dans le mois, combien on a perdu de nouveaux clients du mois, donc le taux de churn du mois, tout ça, ça se calcule. Et puis, ça vous donne une vraie boussole sur où vous en êtes, hein, et comment vous avancez. Le deuxième effet qui se coule des KPI SaaS, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de prévoir, parce que le MRR, l'objectif, c'est bien de prévoir l'avenir. Le monthly recurring revenue, c'est la magie du business model, c'est que on connaît déjà ce qui va se passer dans l'avenir sur notre revenu. Et en gros, notre MRR diminué de notre churn, on sait ce qu'on va gagner le mois prochain et je veux dire pendant les 12 mois prochains, vous avez une quasi-certitude du cash que vous allez déjà avoir gagné. Donc, on a une vraie vision sur la croissance de notre business model, comment ça fonctionne, etc. Et puis, évidemment, après, l'objectif, c'est de contrôler si, quand on met en place des stratégies, ça a un impact ou pas. Parce qu'à partir du moment où on a fait quelque chose de prévu, un prévisionnel, on a imaginé, enfin, non, on n'a pas imaginé, en fait, on a calculé que dans 6 mois, je sais pas, on allait avoir 300 clients, et qu'aujourd'hui, on en a 200 et que dans 6 mois, on en aurait 300. OK. On dit, donc, ça, c'est mathématique, en fait, hein. Si on continue comme ça, c'est ce qui va se passer. Mais on a envie d'accélérer en général. L'objectif, c'est tout le temps de la croissance et surtout de l'accélération. Donc faire en sorte qu'on gagne plus vite des clients. Et grâce au KPI SaaS, en fait, vous allez pouvoir voir si cette accélération de votre business model existe vraiment ou n'existe pas. Donc voilà, ces KPI SaaS, c'est vraiment quelque chose au mois sur le mois qui vous permet d'avoir une vraie visibilité et de définir votre stratégie. Et puis après, il y a d'autres effets, mais ça, on en discutera dans d'autres webinaires. C'est comment est-ce qu'on peut creuser ces KPI pour définir des éléments stratégiques très précis, quoi. Alors, la magie du système fait aussi que on a un identifiant, un ratio qui nous permet de savoir si un business model SaaS est rentable ou pas. C'est ce ratio LTV sur CAC. Alors le LTV, on l'a vu rapidement, on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Et en fait, il faut que le LTV, le client qu'on va acquérir, nous rapporte 3 fois plus d'argent qu'il nous a coûté quand on l'a signé. Et c'est vraiment un indicateur majeur dans le business du SaaS. Les investisseurs, c'est ce qu'ils regardent tout le temps. Et quelque part, c'est un peu ce qui devrait driver votre activité parce que on va voir que tout ça, on a des comment dire, on a des leviers pour travailler dessus et je vous en parle tout à l'heure justement de tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Euh, du coup, l'ARPU, l'ARPA, alors ouais, on parle d'ARPA des fois. Je vous ai mis l'oreillation parce qu'en fait, l'ARPU, Average Revenue Per User, c'est plutôt connoté B2C, on va dire, un peu opérateur télécom. Des fois, on parle d'ARPA, per account, parce qu'en fait, souvent, on a un account, une entreprise qui a plusieurs utilisateurs. Bon, en gros, pour faire simple, on va dire que c'est la même chose.
Hem, alors, je vous propose un petit cas, en fait. On va partir sur quelques chiffres pour que vous ayez des choses un peu précises. En vous inscrivant, à ce webinaire, en fait, vous allez recevoir automatiquement la présentation derrière. Donc, du coup, ça, vous pouvez faire un petit mémo sur comment recalculer tout ça. Je pense que ça peut être assez sympa. Il y aura un replay aussi, d'ailleurs. Donc, vous êtes peut-être déjà en train de le regarder en replay. Je me projette dans le futur. C'est bien ça. Alors, imaginons, on a 3 tarifs. Donc, on a un tarif pro, premium, entreprise, où vous vous y retrouvez, hein. C'est très, très classique, dans un modèle SaaS d'avoir trois prix. Ça permet de travailler le biais d'ancrage, c'est super intéressant. Hem Et puis on a des nombres de clients sur chacun de ces tarifs. Donc bon, bah, là, c'est facile, on a, 20, 10, 5, ça nous fait 35 clients, tout va bien. Et ensuite, en multipliant notre nombre de clients par notre tarif, eh bien, on va avoir un MRR. Alors évidemment, tout ça, c'est très largement simplifié, mais c'est pour comprendre le principe, et que vous ayez, vos repères par rapport à vos KPI, après. Et donc, bah, l'ARPU, c'est tout simplement le MRR divisé par le nombre de clients, donc c'est une moyenne du revenu, par client. Donc là, dans notre cas, ça fait 177 €. Donc OK, tout va bien. Ça, c'est facile à calculer, modulo le fait que on est d'accord qu'il faut avoir bien défini, ce que c'était, un client. Heu, Ensuite, le churn. Alors le churn, 2e KPI hyper important, c'est le nombre de clients perdus dans le mois sur le nombre de clients au début du mois. Donc on va faire un petit calcul, mais c'est vraiment ça, la différence, entre les 2. Heu, Juste un instant, hop. Je vous marque les questions comme étant, à répondre. Il me semble que je peux les marquer. Bon, peut-être pas. Bon, je vais revenir dessus, c'est pas grave. Heu, J'apprends un peu à utiliser la plateforme. Donc concrètement, alors concrètement, c'est le taux de churn, ça a un impact super intéressant. C'est que sur le churn, en fait, ça vous donne la durée de vie de votre client en mois. Donc, en fait, ça c'est beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus palpable qu'un taux de churn. Par exemple, si je vous dis, «OK, j'ai un taux de churn de 3. C'est bien ou c'est pas bien? Voilà, je perds 3 de mes clients tous les mois, c'est beaucoup quand même, et cetera. Mais en fait, pas tant que ça quand on le traduit, en mois. Donc voilà, par exemple, disons que je perds un client sur mes 35 clients, dans le mois, ça me fait un taux de churn de 2,8. Et en fait, 1 sur 38, ça veut dire que mon client, il reste 36 mois. Donc il reste 3 ans. Donc c'est à vous de voir si, vous estimez que, si votre client vous abandonne au bout de 3 ans, c'est bien ou pas. Alors, il y a plein de benchmarks, qui existent. On a prévu d'en publier un chez Cherniro, sur les différentes typologies, mais en gros, 3 de churn, on est pas mal. Enfin, sur du SaaS, on est pas mal. Mais en fait, la vérité, elle sortira, du ratio LTV sur CAC. C'est ça le sujet. Si vous avez, un taux de churn de 10, donc ça fait même pas un an, de durée de vie, mais que vos clients, ils vous coûtent rien à acquérir et que vous pouvez en acquérir plein, bah, tout va bien, quoi. Vous avez un bon business. Si au contraire, un client vous coûte super cher, à acquérir, mais vraiment très, 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 très cher, et que, il dure 10 ans chez vous, mais ça peut être pas rentable. Donc le sujet, il est bien sur le LTV sur CAC. On va y revenir. La lifetime value, la lifetime value, elle est très simple à calculer, hein. C'est complètement logique, en fait. Tout le modèle, en fait, se construit, de façon complètement logique. Donc c'est, l'ARPU, le revenu moyen, multiplié par la durée de vie. OK, durée de vie de votre client. Alors, en vrai, on le calcule comme ça la plupart du temps. On fait ARPU sur taux de churn. En fait, quand on dit ARPU fois durée de vie, ça paraît complètement logique que ce soit le montant, que l'on gagne globalement sur un client. Donc dans notre cas, ça fait, une LTV, à plus de 6 000 €. Heu et alors, je vous ai parlé du CAC, tout à l'heure, un tout petit peu dans la notion de ratio. Je ne vous l'ai pas indiqué dans les KPI. Ça se passe qu'en fait, c'est un KPI qui vient d'à côté. C'est quasiment un KPI financier. Heu le CAC, en fait, c'est la somme des dépenses que vous allez mettre sur de l'acquisition divisé par le nombre de nouveaux clients. C'est combien vous a coûté un client, en fait, en termes de coût d'acquisition.
Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces coûts d'acquisition? C'est là où faut être un petit peu clair et puis il faut être surtout constant, par rapport à ça. On va dire qu'est-ce qu'on ne met pas dans les coûts d'acquisition? On ne va pas mettre, tout ce qui est, les services supports, donc je sais pas, la finance, la RH, des choses comme ça. On va pas mettre non plus tout ce qui est coût de production du produit, de votre logiciel, donc les équipes de développement, la R&D, tout ça, on va pas mettre. On ne va normalement pas mettre les services de support, donc tout ce qui est CSM, support technique, et cetera. Sauf dans certains cas, mais bon, en gros, en général, on les met pas. Et alors du coup, qu'est-ce qui reste? Mais il reste toutes les dépenses marketing. Il reste toutes les dépenses, commerciales et tout ce qui peut être lié directement à un client. En gros, tous les gens qui rentrent à un client, en contact avec un client avant qu'il le signe. Voilà, donc ça c'est assez facile. Vous faites votre petit calcul tous les mois, combien vous avez dépensé en publicité, combien vous avez dépensé euh, en, euh, en salaires divers et variés des équipes marketing et des équipes commerciales. Et du coup, bah là, vous allez pouvoir calculer votre LTV sur CAC. Alors là, j'avais calculé euh, euh, un petit chiffre comme ça que j'avais mis à 1790 parce que je suis pas rentré dans le détail, mais j'ai posé un chiffre. Et donc du coup, on va pouvoir calculer ce fameux ratio LTV sur CAC. On a le LTV, on a le CAC. Est-ce qu'il est supérieur à 3? Alors, dans notre exemple, il est supérieur à 3. Il y a pas de problème. Quel miracle. J'ai fait en sorte qu'il soit supérieur à 3. Mais en vrai, chez vous, faut le calculer, faut regarder, faut creuser. Il est peut-être à 4, il est peut-être à 5, il est peut-être à 10. Là, c'est formidable. Vous avez certainement des marges pour augmenter votre volume d'acquisition. Il est peut-être à 1, il est peut-être à moins de 1. Là, c'est très très grave. Enfin bon, peu importe. Il faut regarder et puis après, on va analyser ensemble. Alors, là, on va reprendre les exemples parce qu'on va voir les différents cas quand ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Donc là, je suis parti sur un autre cas, donc d'autres chiffres qui sont complètement anecdotique, enfin pas anecdotique, mais c'est un exemple, quoi. Donc imaginons qu'on ait un ARPU de 100 euros, qu'on ait un churn de 3%, donc une durée de vie de 33 mois, ça nous fait une TLV de 3333. De l'autre côté, imaginons qu'on a, je sais pas, le salaire de quelqu'un au market, on a un freelance en SEO et on dépense 500 euros d'ads, donc ça nous fait 5000 euros par mois et on fait 5 nouveaux clients par mois. Vous pouvez puis multiplier par 10 si vous voulez, enfin peu importe, vous avez compris le principe. Donc du coup, ça vous fait 1000 euros. Donc 3333, ça nous fait un ratio dans ce cas-là de 3,3. Donc ça fonctionne. Ok. Imaginons un autre cas, on a un abonnement à 200 euros, cool, on gagne plus d'argent, notre LTV elle est plus importante. Mais en face, on a un commercial, on a du marketing, on a toujours un freelance, et en fait, c'est un peu la bataille entre deux modèles de vente. D'un côté, le self-service, et d'un côté, le sales-driven, sales-led, où on va faire travailler un commercial pour aller chercher le client. Vous allez voir tout de suite que là, bon, on pourra en discuter de ça, mais dès qu'on fait rentrer, dès qu'on fait rentrer un commercial dans la boucle, les coûts d'acquisition explosent, clairement explosent. Donc là, on est à 2,3. Et là, 2,3 en ratio, comment dire, ça pose des questions, quoi. On peut se demander si c'est bon ou pas. Alors, première option, la réduction du coût d'acquisition. Euh, Là, je suis parti sur un truc, mais ok, c'est quoi mon coût d'acquisition max sur 5600 euros. Donc, c'est 1800 euros. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour atteindre mes 1800 euros par rapport à ça? Alors, en gros, il y a deux options. Ça, c'est mon option d'origine. Fallait que je sois mon target, c'est 1800 euros. J'étais à 2003. Première option, c'est déjà augmenter le nombre de clients.
Bah, ouais, tout simplement, plus on acquiert de clients pour le même budget, bah, plus notre CAC il va être important. Donc, est-ce qu'on peut optimiser notre taux de conversion? En gros, tout se joue là, quoi. Deuxième option, descendre les frais. En fait, ça revient au même, hein, il y a aussi des questions d'optimisation de ces côtés-là. Et puis, certainement, la vérité est au centre, hein, certainement. Mais voilà, là, on a deux axes pour travailler dessus. Alors, deuxième option, c'est si on peut pas faire grand-chose sur le coût d'acquisition, est-ce que on va travailler sur de l'autre côté et on va dire ok, bah, est-ce qu'on va augmenter notre LTV. Donc notre LTV, du coup, il faudrait qu'on soit à 7 125 euros. On rappelle, en dessous, on était à 5 600. Donc bah là, il y a plusieurs options. Et encore une fois, cette fois, je vous ai fait la vérité est entre les deux. Première option, c'est réduire le taux de churn. Puisque c'est un ratio, hein, notre LTV. Donc, si on réduit le taux de churn, automatiquement, la LTV va augmenter. Donc, passer de 3,5 à 2,8. OK. Deuxième option, augmenter les prix. Augmenter l'ARPU. Et là, c'est l'ARPU de tous les clients. C'est pas seulement l'ARPU des nouveaux clients. C'est pas les nouveaux tarifs, c'est pas les tarifs sur les nouveaux clients. Donc là, c'est augmenté de 20% quand même, à 25%. Donc c'est un petit montant assez significatif. Et là, on retombe aussi sur notre chiffre. Et en fait, bah, on voit qu'on peut avoir à peu près le même résultat en ayant un effort beaucoup plus mesuré sur les deux chiffres, donc à la fois sur le montant de l'abonnement et à la fois sur le churn. Alors, 4 axes. Il y avait Renaud qui dit option 4, augmenter l'ARPA sans augmenter l'ARPU. Alors, ouais, quand je parle d'ARPU, je fais ARPU, ARPA, je confonds les deux, moi. Effectivement, il y a une notion d'augmenter la volumétrie d'utilisateurs. Ça fait partie du jeu, mais on en discutera aussi. Alors du coup, il y a 4 axes. Si je veux un petit peu résumer tout ça, on va retrouver 4 axes sur l'amélioration du CAC. Alors, d'un côté, on a un ratio qui est le CAC, c'est dépenses sur nombre d'acquisitions. De l'autre côté, on a l'augmentation de la LTV. Donc c'est aussi un ratio ARPU sur LTV. Première option, limiter les dépenses. Donc bah, là, effectivement, il y a des vrais sujets d'optimisation des coûts. C'est essentiel. Est-ce que, alors pour vous donner quelques pistes, déjà, est-ce que tous les commerciaux bossent bien? Bon, ok, c'est un sujet, quoi. Enfin, à un moment, il faut quand même regarder. Deux, est-ce que toutes vos publicités ont un rendement intéressant? Est-ce que vous pouvez pas aller optimiser votre pub et regarder comment ça fonctionne? Peut-être des choses que vous ciblez qui sont pas bonnes, en fait, qui convertissent pas du tout. Il faut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres et puis optimiser tout ça. Deuxième point, évidemment, augmenter l'acquisition. Bah, augmenter l'acquisition, ça va être augmenter les taux de conversion. Donc, améliorer les messages, former les commerciaux, mieux cibler les clients. Voilà, déjà, il y a trois cibles assez intéressantes. Il y a un truc assez classique hein, chez les commerciaux. Globalement, c'est on prend des leads. Et en fait, on s'occupe pas de savoir si nos leads sont des ICP ou pas, sont des clients idéaux, sont vraiment dans la cible. Donc du coup, ouais, on est content, on a eu un lead, c'est difficile d'avoir un lead, et en fait, bah, sauf que c'est un lead qui est hors cible, et en fait, c'est des gens qui ne signeront jamais, et vous allez dépenser du temps et de l'argent donc à essayer de signer des gens qui ne signeront jamais. Et donc du coup, vous allez tuer votre taux de conversion et casser votre acquisition. De l'autre côté, en fait, sur la LTV, alors on a l'augmentation de l'ARPU.
Donc on a vraiment cette question de travailler sur l'augmentation des tarifs. Et ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais globalement, on est souvent, on est souvent touché par des augmentations sur des services qu'on utilise. Je dois avouer que moi, chez Spread, ma précédente startup, on avait augmenté les tarifs 10 fois, donc à peu près tous les ans en fait. Hein, donc tous les ans, on a augmenté les tarifs légèrement sur les nouveaux clients. Le sujet, c'est est-ce qu'on augmente les tarifs sur les anciens clients? Donc, soit on fait ce qu'on appelle du grandfathering, c'est la clause du grand-père. Il a signé à ce prix-là, bah en fait, il reste à ce prix-là. Soit non, on les fait évoluer. Donc, il y a les deux stratégies qui sont possibles. Ça dépend de plein de choses en fait, hein, de quelle stratégie choisir. Euh, et puis deuxième option, en fait, augmenter l'ARPU. Il y a deux autres choses. C'est un, augmenter l'upsell, c'est augmenter les volumes d'utilisation. Donc je sais pas, un client avait 4 utilisateurs, et bien on va voir si on peut mettre 6 utilisateurs. On a une tarification au volume. Je sais pas, notre client il envoie 1000 SMS par mois. Est-ce que on pourrait faire en sorte qu'il en envoie 2000? Est-ce qu'on pourrait lui donner des bonnes raisons pour en envoyer 2000? Donc ça, c'est la partie upsell. Et puis après, il y a la partie cross-sell, c'est on va inventer de nouvelles options, de nouveaux services, de nouveaux produits, même souvent, ça peut être de nouveaux produits. Et puis du coup, bah voilà, ça c'est intéressant parce qu'on va augmenter notre ARPA, notre ARPU, peu importe comment on l'appelle, mais vous avez compris le total de combien on facture à un client. Euh, et puis, bah, la dernière option, c'est réduire le churn. En fait, c'est marrant, j'ai oublié un truc là, mais je vais vous en parler tout de suite. Donc, réduire le churn. Alors, on peut avoir beaucoup d'abandon de clients sur la période de l'onboarding, donc sur le moment où ils démarrent en fait. D'ailleurs, suivant comment vous comptez les clients, ça compte ou pas dans le churn. À voir, hein, à voir, mais bon, moi perso, je trouve que ça compte dans le churn. Il y en a qui disent non, mais ça c'est un client qui a jamais démarré. Bon, pour moi, ça compte dans le churn. Mais effectivement, la phase d'onboarding, c'est critique. C'est un instant critique de la relation avec le client. Il faut que ce soit des choses qui roulent, qui fonctionnent très très bien. La réduction du churn aussi, elle passe aussi par l'amélioration du produit, c'est-à-dire faire en sorte d'un produit qui réponde mieux à des clients et que on réponde mieux à ses besoins. Parce que si on répond à un vrai besoin d'un client, il n'y a aucune raison qu'il ne garde pas votre produit. Il faut savoir que pour faire changer un client d'un produit, en fait, il faut que son bénéfice imaginé, son bénéfice perçu sur le nouveau produit soit au moins 2 fois plus important que chez vous. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très important. Donc bon, alors ça joue aussi dans l'autre sens quand vous voulez faire migrer un client vers vous, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un ressenti comme quoi ça va révolutionner sa vie d'utiliser son produit, quand il utilise déjà un produit. Et puis en fait, là, il y a alors moi la cause de churn majeure sur lequel je crois, c'est l'adaptation du client au produit. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer des clients qui sont faits pour le produit. Alors, je tourne ça, c'est pas tout à fait ça en fait. C'est effectivement, il faut faire rentrer les clients qui sont vraiment dans la cible de produit pour qui on a pensé le produit. Par exemple, si vous travaillez avec des gros clients, des clients entreprises, et que vous dites tiens, on va faire rentrer des plus petits clients chez nous, en fait, ça va pas fonctionner. Ils vont vite churner parce que le produit va être trop compliqué pour eux. Un exemple. On a exactement le même exemple dans l'autre sens. Vous avez un produit qui est plutôt petit client, plutôt small business. Et ben en fait, vous allez vouloir rentrer des plus gros clients et là vous allez rendre compte que le produit, eh ben, il n'est pas fait pour et que ça va être compliqué de garder ces clients-là longtemps. Donc voilà, l'adaptation de la cible client au produit, c'est essentiel sur la partie churn. Alors ok, et bien maintenant, ça fait beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on va mettre comme priorité? Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui est actionnable tout de suite? Qu'est-ce que vous allez faire
Demain, cet après-midi, vous allez réfléchir à quelque chose, à un plan d'action, pour augmenter votre ratio LTV sur CAC. Vous allez pouvoir le calculer tout de suite. Alors, les plus activables pour moi, c'est, l'augmentation de l'ARPU et l'augmentation de l'acquisition. Alors l'augmentation de l'acquisition, en gros, ça va se jouer chaque fois que vous allez, faire une action, ça va se jouer sur la durée de votre cycle de vente. Donc si vous avez un cycle de vente de 2 mois, ça veut dire que si vous faites une action sur ça, et ben, en fait, au bout de 2 mois, votre taux d'acquisition, votre taux de conversion va pouvoir augmenter. Donc voilà, on a un délai très rapide de mise en œuvre. Et passer de 4 clients à 5 clients, à 6 clients, c'est vite des choses qui sont très importantes sur la mise en œuvre d'une amélioration de ratio. Ensuite, l'augmentation de l'ARPU, bah, en fait, on est rarement au prix maximum de ce qu'on peut facturer. Ça, c'est aussi des choses qui vont aller très vite et ça aussi, c'est, sur la durée de cycle de vie du client, vous pouvez très probablement immédiatement augmenter vos tarifs. Moi, j'aime bien dire qu'un bon tarif, c'est quand on trouve que nous, c'est trop cher. Pour nous, c'est trop cher. Ça, c'est un peu le bon tarif, c'est un peu ce que j'ai fait sur Furno. Hem et là, même chose, on peut aller très vite. Et puis, en fait, tout ce qui est augmentation sur les clients existants, bah, évidemment, il y a des impacts très forts, quoi. Ensuite, sur la réduction du churn, bah, là, voilà, tac. Sur la réduction du churn, c'est plus long. C'est clairement plus long. Mais c'est un levier très fort. Mais sur celui-là, bah, ça va être plus quelque chose dans le temps, parce qu'en fait, le churn, va dépendre plutôt de l'acquisition client, en fait, que des clients existants, en fait. Donc ça le churn va être défini entre, vous avez des clients qui sont dans la cible jusqu'à ce qu'ils signent et à partir du moment où ils ont signé, comment vous allez les onboarder. Donc, tout à l'heure, on avait, 2 mois en amont et derrière, on va avoir 2 mois en aval. Donc là, on va dire qu'on s'étale en gros sur 6 mois pour faire bouger les lignes, sur le taux de churn. Hem, Moi, alors c'est mon avis, je crois pas du tout aux mécaniques, faire réduire le taux de churn, les détections de churn, tout ça, c'est trop tard, c'est raté. Vous avez un client qui a des signes de churn, en fait, pour le rattraper, vous allez galérer, vous allez, sortir les rames, enfin voilà, il y a des trucs à faire, hein. Je veux pas dire qu'il faut pas rien faire, mais en termes de priorité, pour moi, ça, c'est vraiment beaucoup plus loin que travailler sur l'onboarding et travailler le ciblage des clients en amont et améliorer votre produit, hein, parce que quand on a un produit qui agace les clients, c'est pas bon. Et puis en fait, le dernier, bah, c'est, la réduction des dépenses. Alors, plus que de réduction des dépenses, en fait, pour moi, on va plutôt être sur une question d'optimisation des dépenses. C'est pour ça que l'impact, heu, il est loin, quoi, en fait. Il est loin. Alors, faut évidemment contrôler, hein, ces dépenses. Faut pas gâcher de l'argent pour rien. Faut pas faire des salons, qui ne vous rapportent pas de clients. Moi, typiquement, les salons, je les avais arrêtés, en fait, et je trouve que c'est dommage parce que même si on n'arrive pas à mesurer une rentabilité directe, il y a quand même un impact image et visibilité qui est assez intéressant. Donc voilà, ça c'est le sujet. Mais bon, contrôler les dépenses et puis là, voilà, vous avez un peu un panel. Moi, je voulais faire dans ce slide, en fait, un truc qui vous donne un vous pouvez l'imprimer si vous voulez, vous faire un petit poster, pour définir vos priorités sur vos plans d'action, marketing. Je pense que c'est hyper intéressant. Cyril qui me dit: «Je vais l'imprimer en A3». Ouais, je pourrais faire un poster. Je vais réfléchir à mettre un graphisme dessus et faire un poster. Alors, j'ai vu que vous aviez posé plein de questions. En fait, je suis pas tellement habitué à répondre aux questions au fur et à mesure, mais on va tout de suite les reprendre. Je crois qu'il y a une fonctionnalité qui est dédiée à ça. Voilà, génial. Alors, je vais essayer de retrouver les petites questions et de vous les afficher. Heu alors, oula, alors je vais faire dans le sens, je vais remonter. Juste un instant. Tic 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 toc. Comment est-ce que je fais? Je suis désolé. Afficher la liste des questions, elle est là. Heu, voilà, publier.
Est-ce que tu as des conseils sur comment définir ce qu'est un client? Alors en fait, ce matin, en révisant ma presse, je me suis dit que j'allais faire un article de blog sur le sujet parce que c'est hyper important. Enfin, c'est assez dément l'impact en fait. J'ai jeté 3 chiffres sur le truc et en fait, un faux churn, ça peut vous faire plus ou moins 25% en plus ou en moins sur la LTV. Vous voyez le niveau d'impact sur le business model, quoi. Enfin, c'est délirant. Donc, en fait, surtout, faut se poser sur ce qu'est un client. Moi, je peux vous donner ma définition d'un client, hein, mais il faut se poser, il faut réfléchir ensemble. Alors, je vais vous donner ma définition d'un client. Pour moi, un client, c'est quelqu'un qui paye. Alors, non, non, c'est pas quelqu'un qui paye. Même moi, je suis pas clair. C'est quelqu'un à qui qu'on a facturé. Voilà, c'est quelqu'un qui a cliqué sur un bouton. Oui, je veux payer et à qui on a fait la facture derrière. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Donc un trial, c'est pas un client. Quand un commercial a fait signer un devis, c'est pas un client tant qu'on l'a pas facturé. Donc là, il peut y avoir des durées d'onboarding suivant vos business models, vos organisations. Vous les facturez peut-être pas tout de suite. Donc, pour moi, c'est pas encore un client. Euh, et puis à la fin, donc quand est-ce qu'il arrête de faire un client? Bon là, faut poser des choses. C'est ça le sujet. Alors, Pierre, à quel conseil tu conseilles de suivre ces KPI? Alors moi, je trouve que franchement, au mois, c'est nickel. Après, on peut avoir des trucs on diffuse les nouveaux clients, les augmentations de MRR, tout ça sur une télé. Ça, c'est un peu du côté animation. Mais en fait, tous les mois, franchement, c'est très largement suffisant et vous pouvez mesurer des résultats mensuellement, en fait. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez un cycle de vente de clients qui dure 2 mois, ça veut dire que tout de suite, vous allez avoir des choses qui vont apparaître. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. 2 mois, enfin mensuel, c'est l'idéal. Pour moi, il y a pas de il y a pas de il y a pas de sujet, il y a pas de sujet là-dessus. Alors, Peter, concernant le churn, dans le cas d'un SaaS à un abonnement annuel, comment calculer le churn mensuel la première année, si on considère le churn comme un désabonnement, par exemple? Alors, ouais, alors, moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'avoir un abonnement annuel quand on commence un SaaS. En fait, ça nous prive d'un instrument de mesure hyper important. Voilà. Et moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je veux dire que au moins les 2 premières années d'un SaaS, vouloir tout mettre en mensuel, en annuel, c'est pas une bonne idée. Alors, je comprends tout à fait, il y a des arguments hein, sur la facturation annuelle, notamment le cash. Hein. Ça, c'est super cool, quoi, le cash. On est bien d'accord. Mais en fait, ça nous prive de cet élément. Ça veut dire que le client, il va pas pouvoir churner avant un an. Et en fait, du coup, on a un churn qui est pas bon. Donc on a un LTV qui est pas bon, enfin qui est pas bon, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste il est pas fiable. On peut pas l'utiliser comme une donnée pour analyser son business. Donc voilà, c'est quand même dommage. Ça c'est vraiment très, très dommage. Voilà, donc bon, moi c'est mon avis et voilà, c'est comme si vous aviez pas de thermomètre, quoi. Donc concernant le CAC, lorsqu'on bootstrap son SaaS seul, est-ce qu'on doit simuler un salaire marketing commercial? Eh beh, tu sais, c'est une très bonne idée. C'est effectivement ce qu'il faut faire. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Ça donne une vraie idée. Tous les temps commerciaux, les temps de démo, le temps marketing, tout ça. Et puis même si on se paye pas, en fait, simuler et mettre un prix derrière, en fait, c'est une très, très bonne idée, enfin, clairement. Et moi, en général, tu sais, on a plein le SaaS est à la mode, hein. Mais en fait, les gens ils comptent jamais leur temps. Ils comptent jamais leur temps. Et tous les entrepreneurs individuels ne comptent pas leur temps, ne chiffrent pas leur temps. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire, quoi. Donc quand on est fondateur au début et qu'il fait tout, faut bosser dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme petite question? Alors, est-ce que l'on
peut jouer sur plusieurs leviers en même temps. Mais évidemment, évidemment, il faut jouer sur plusieurs leviers en même temps. Ça c'est clair. Alors ouais, alors je comprends l'idée. Où est-ce qu'il vaut mieux prendre le temps de bouger un par un pour analyser leur impact unitaire? Alors en fait, l'intérêt des ratios, c'est que, enfin, du modèle SAS, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir une mesure. Attendez, je vais essayer de revenir sur la presse. Voilà. Vous allez pouvoir avoir une mesure d'indicateur intermédiaire. Le ratio, en fait, c'est 4 indicateurs. C'est les dépenses, le nombre de nouveaux clients, enfin même plus que ça en fait, même le nombre de clients perdus puisque c'est le taux de churn, euh, et l'augmentation de l'ARPU. Donc vous avez 4 indicateurs. Donc en fait, si vous travaillez des choses qui vont impacter spécifiquement un, un indicateur, ça peut fonctionner. Alors, je suis d'accord, il y a des choses qui peuvent, imaginons que vous augmentez le prix sur les clients existants, bah, automatiquement, ça va faire augmenter le temps. C'est sûr. Il y a des clients qui trouveront que c'est trop cher, mais c'est pas très très grave. Il y a des phases intermédiaires. Mais effectivement, faut réfléchir sur comment faire. Donc, essayer de faire une stratégie en mettant en place un plan d'action. Je dois avoir un deuxième webinaire où on parlera des différentes stratégies qu'on peut mettre en place et des choses un petit peu plus concrètes pour être un petit peu plus concrète plus concret sur ce qu'on va mettre derrière ces leviers. Mais voilà. Donc ouais, on peut faire bouger plusieurs trucs. On a des choses, on a des intermédiaires qui sont intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Alors, je regarde. N'hésitez pas à reposer des questions hein, si j'en ai raté. Euh, à quel rythme? Toc, toc, toc. Euh, tac. Non, mais je pense que là, j'ai répondu à toutes les questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Voilà. Dites-moi si j'en ai loupé ou pas. Non, non, ben voilà, je pense que j'en ai pas loupé. Bah écoutez, moi je suis à votre disposition pour vous aider sur le calcul des KPI. Profitez-en là pour poser des questions. Je vois que ça tape. N'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour vous aider sur vos calculs des KPI, sur l'analyse, sur les business models. J'ai d'autres webinaires sur comment on construit son pricing. Va y avoir des choses qui vont apparaître là-dessus. Et voilà. Mais alors évidemment, vous pouvez tester Churnio. Je vous remets la petite slide qui va bien. Si vous allez sur le site en .fr, vous pouvez créer un compte. C'est en période de test. Si vous êtes dans un incubateur, je fais des programmes pour donner des freemiums à des startups qui sont dans des incubateurs, pour préparer sa levée de fonds, avoir des KPI propres, c'est top en fait, et pouvoir les explorer et comprendre et rentrer dans le détail, c'est vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement, on peut travailler là-dessus. Une petite dernière question. Allez, je la prends. Hop. Euh, Alors que je retrouve afficher la liste des questions, passer en mode QR. Hop. Voilà. Tu parlais d'un commercial salarié et de son coût qui change la donne. Penses-tu des devs? Alors, bon, alors ça c'est hors sujet sur les KPI. Euh, alors, quand on a quand on est une start-up qui construit un produit, en général, enfin, c'est un parti pris, mais on considère que le coût de développement du produit, c'est zéro. Alors, évidemment, c'est faux. C'est complètement faux. Mais en fait, on considère que dans le ratio LTV sur CAC supérieur à 3, donc sur les 3, donc il y en a un
pour les coûts d'acquisition. En général, il y en a un autre pour tout ce qui est structure et il y a un pour les coûts de dev. Donc en fait, en gros, on considère que les coûts de dev, ça doit être égal à la LTV, enfin plus ou moins. Je vous donne un peu un ordre d'exemple. Mais en fait, c'est vrai qu'on considère que le coût du développement, à terme, quand on aura beaucoup d'utilisateurs, eh bien, il sera complètement anecdotique et il n'aura aucun intérêt. Imaginez chez Microsoft, les gens qui développent Excel, je sais pas, il y a peut-être certainement quelques centaines de personnes qui développent Excel, mais par rapport au nombre de licences vendues, en fait, c'est anecdotique, ça compte même plus, quoi. Enfin, c'est quelques pourcentages, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc en général, quand on construit comme ça et surtout, on ne peut pas, dire, «Il faut que ma LTV couvre, mes coûts de développement», parce qu'en fait, il y a une notion d'amortissement du coût de développement. Voilà, donc là, on est un petit peu à part, mais c'est comme ça qu'il faut imaginer le truc. Euh, tiens, je vais juste me dire dessus. Est-ce que tu penses externaliser salarié ou pas? Alors ça, c'est un gros sujet. Ça, je l'aborde souvent avec les startups avec qui je bosse. J'ai lu que la moitié de la question. Est-ce qu'il faut avoir son équipe technique en interne ou pas? Euh, je vais vous dire, vous êtes constructeur automobile, vous fabriquez des voitures. Est-ce que vous avez votre équipe d'ingénieurs qui conçoit les voitures chez vous ou pas? Bah oui, forcément, parce que sinon, c'est pas votre voiture que vous construisez, c'est quelqu'un qui vous construit une voiture avant. Et ben, si vous faites développer, c'est la même chose. En fait, quand vous avez une équipe de développeurs en externe, eh bien, en fait, ils vont vous développer un produit, mais ça va pas être votre produit et vous allez avoir moins la main sur l'innovation. Et en fait, quand on est une startup, on a besoin de changer les lignes très, très régulièrement. Je sais pas, tiens, là, on parle d'évolution de business model. Et ben, si vous avez besoin de faire évoluer le prix de votre produit, la façon dont il est facturé, imaginons vous facturiez à l'utilisateur. En fait, vous êtes rendez compte que facturer au volume, ça va être vachement plus intéressant pour vous et vous voulez tester le truc. Ben, si vous l'avez fait développer en externe par une agence, désolé, hein, ceux qui ont des agences, ben, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, vous avez pas la main, vous pouvez pas tester des choses, vous pouvez pas être réactif, vous pouvez pas faire évoluer votre produit, vous pouvez pas corriger des problèmes majeurs, vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre, du plan de charge de quelqu'un d'autre et vous avez pas la main. Donc pour moi, si vous faites du SaaS, il faut que vous fassiez votre produit en interne. Ça, sinon vous privez d'une réactivité indispensable et si vous vous privez d'une réactivité, eh bien en fait vous cramez de l'argent. Voilà, donc voilà. Ça, c'est mon avis sur le sujet. Si tu fais des posters Startup Vitamine, ouais, c'est une idée, pourquoi pas, effectivement, faut réfléchir au truc. Ça pourrait être assez drôle. Euh, alors, encore une petite question. Hop, je suis pas encore tout à fait au point sur les questions. Faut que je les marque comme une question, voilà. Et après, ouais, là, bon, l'ergonomie du truc est pas incroyable. Donc le PM en interne et les devs en externe, si tu gardes les oui, modulo ce que je disais après du coup, que si tu as besoin de faire une évolution très rapide, et ben, en fait, bah, tu seras dépendant de la roadmap de ton prestat, de ton dev en externe, et quand tu as, des devs en interne, et ben, c'est toi qui gère la roadmap, quoi. Alors, il faut expliquer des fois au dev, hein, pourquoi est-ce qu'on lui demande d'arrêter ce qu'il est en train de faire là et de le mettre en pause et de passer sur un autre sujet tout de suite, hein. Mais en gros, c'est la vie d'une startup. C'est la vie d'une startup. C'est comme ça, quoi. Euh, voilà. Et oui, le PM, ouais, c'est marrant. Ouais, le PM en interne, ouais, évidemment. Alors souvent, le PM, c'est le fondateur. Enfin, c'est un des fondateurs. Alors le PM, pour ceux qui sont pas familiers, c'est le product manager. Donc c'est celui qui définit le produit, qui discute avec les clients, qui gère la roadmap, ce qu'on fait pas, etc. Voilà. Dans un de tes précédents posts, tu disais que la qualité du support ou des customer success n'impactait pas vraiment le churn. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Oui, il faut que j'écrive l'article de blog là-dessus. Ouais, enfin, ça c'est. Alors, euh,
comment dire? Ça, c'est une opinion prouvée, démontrable. Hem, pour le démontrer, il suffit de faire des statistiques et ça, vous pouvez le faire avec Churn.io. Des statistiques du taux de churn en fonction du commercial ou en fonction du CSM. Et en fait, on se rend compte que le taux de churn ne dépend pas du customer success, mais dépend du commercial. Et là, tu fais la stat et tu es sur le cul. Tu te dis: «Mais c'est pas possible, j'investis tellement dans l'accompagnement des clients et cetera, et cetera». Et en fait, bah, non. Et pourquoi? Bah, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Pourquoi? C'est que, en fait, le fait que les quand tu rentres un client et que le client n'est pas adapté au produit, je le dis dans ce sens-là parce que c'est là où on a un impact, en fait. On peut pas facilement, changer, notre produit, mais on peut facilement changer les clients qu'on fait rentrer sur notre produit. Si le client qui rentre n'est pas adapté au produit et ben, en fait, il va pas aimer le produit. Il va pas trouver de résultats sur le produit, il va pas être satisfait de l'utilisation qu'il fait de son produit, il va, et puis le customer success va pouvoir faire, mais alors tout ce qu'il veut, hein. Bah, il va pouvoir ramer, former le client, lui mettre des trainings, lui mettre de la doc, l'appeler toutes les semaines même s'il veut, quoi. Et ça n'aura aucun impact. Complètement aucun impact. Et là-dessus, je peux vous donner alors sur Spread, on a vraiment bossé là-dessus, hein, parce qu'on y a cru, aussi sur les questions success. On avait, on on avait un truc, on avait des petits clients qui churnaient. On s'est renseigné, on a enquêté sur ces clients, on les a appelés. OK, pourquoi vous churnez, machin, et cetera. Ah ouais, mais parce que j'ai pas le temps. OK. On s'est dit, tiens, on va tester quelque chose. On va faire une offre all inclusive où on va faire pour eux. On va faire pour eux, en fait, hein. Donc, le truc, c'était vraiment faire pour. On a pris 10 clients comme ça. Enfin, on a transformé 10 clients comme ça. On leur dit, non, mais vous arrêtez de payer pour ça, vous avez payé pour ça. C'est le même montant, mais en fait, on fait pour vous. Donc, c'était pas rentable, mais c'était pas le but du jeu, le but du jeu, c'était de tester. Et en fait, ben, ces clients, ils ont quand même churné et on n'a pas réussi à les fidéliser même en faisant à leur place sur le pain point qu'ils avaient exprimé. Pourquoi? Parce que le produit n'était pas adapté pour eux, c'était pas dans leurs priorités, c'était pas dans leur stratégie, il était beaucoup, beaucoup trop performant pour ce que les clients avaient besoin de faire. Plutôt c'est le nom peut-être trop cher aussi, enfin bon, peu importe, mais voilà, ça correspondait pas. Et en fait, ça pour dire cette truc-là, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, je n'ai pas fait d'invention là-dessus. C'est le VP Sales de HubSpot. J'ai assisté à une conférence, à San Francisco sur un sujet comme ça, hein, OK, la rémunération des commerciaux doit changer tout le temps pour être, aligné avec la stratégie et il expliquait ça, en fait, qu'il avait fait ça. Il avait fait la stat du taux de churn par CSM et heu, par commercial. Et en fait, bah, il s'est rendu compte que, il y avait une différence non significative, sur, le taux de churn par customer success, mais qu'il avait des différences vraiment très, très significatives et moi j'ai eu les mêmes, je vais vous donner les chiffres, entre, le taux de churn sur les commerciaux. Donc moi je l'ai fait, j'avais, 5 commerciaux, 3 CSM. Le taux de churn entre les CSM, il était, enfin la différence entre le taux de churn était de plus ou moins 5. Donc des graphes, ils faisaient ça, quoi. OK. Donc en gros, c'était le même taux de churn par CSM parce que bon, il y a le biais statistique qui fait que ça peut pas être exactement la même. J'ai fait la même chose sur les commerciaux, donc j'avais à ce moment-là, je pense que j'avais 5 commerciaux et là, le taux de churn n'avait rien à voir, rien à voir. On avait, des clients, des commerciaux qui avaient des taux de churn à 9. Ça veut dire que le client restait, même pas 1 an. Et on en avait d'autres, qui avaient des taux de churn à 2. En gros, il restait 4 ans. Alors vous imaginez l'impact sur la LTV, hein, quand l'ARPU il est le même parce qu'ils bossaient sur les mêmes tarifs. Donc on avait un ratio, de 1 000 à 4 000.
Voilà, un ratio de 1000 à 4000 entre les commerciaux. Il y a des clients qui faisaient des clients qui signaient des clients qui nous rapportaient 1000 € et d'autres qui nous rapportaient 4000 €. Et quand le coût d'acquisition il est le même pour tous les commerciaux, bah, en fait, ça fait très très mal. Le ratio LTV sur CAC, il est mort, hein. Enfin, c'est impossible. Donc voilà. Donc du coup, on a mis un plan d'action autour de tout ça. Je pourrais vous détailler ça une fois, mais ce qu'on a fait, c'est améliorer la génération de leads, améliorer le ciblage des clients. On a reformé les commerciaux sur qui est un bon client, comment on cible un bon client, comment on détecte un client qui ne signera jamais. On arrête de s'acharner sur des clients qui sont pas qui ne signeront jamais, quoi. Voilà, donc j'ai un petit peu étayé le sujet. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour là. Je vous ai fait plein de questions, hein. On a fait au moins 20 minutes de questions, mais c'était des très bonnes questions et ça me donne plein d'idées de sujets. Donc je vous en ferai d'autres, des webinaires sur les trucs. Si vous avez besoin donc ouais d'aide pour travailler sur votre stratégie, etc., je peux discuter avec vous, il y a pas de souci. Il y a un petit truc pour prendre un rendez-vous sur le site. Bien sûr, mettre en place Journey.io, hein, ça c'est la base. Si vous avez Stripe, bah, testez, mettez-le en place, ça va ultra vite. Si vous n'avez pas Stripe, on va bosser dessus et on vous aidera à faire l'intégration et à faire les premiers apports. Et puis voilà, donc à bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.